Mesdames, Messieurs, bonjour. La journée du consommateur se célèbre le 15 mars. C'est l'occasion également pour les femmes de discuter des sujets qui les concernent. Qu'est-ce que nous consommons, nous les femmes? On va prendre quelque chose d'assez concret et que nous mettons dans nos marmites assez souvent. Il s'agit des bananes plantains. Alors, vous avez entendu parler de ce sujet, faux plantain mûrs sur le marché. Alors, la sonnette d'alarme a été tirée l'année dernière, mais on nous dit que le phénomène date quand même de plus de 4 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est exactement? On en parle avec notre invité dans un instant. Bonjour ma très chère. Ma très chère, bonjour. Du plantain qui peut tuer et qui peut-être tue même déjà. On n'en sait pas encore grand-chose, on en parle évidemment encore dans cette édition de Temps ça. Alors notre invité c'est plutôt un homme, pas une invitée comme vous en avez coutume. Qui est-ce? On vous le présente dans un instant. L'invité que nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau s'appelle Jean-Christian Akam, journaliste, oui, mais également membre du bureau exécutif de l'ACDIC, Association citoyenne de défense des intérêts collectifs. Bonjour. Bonjour. Nous avons vraiment une grande joie de vous accueillir ici, Monsieur Akam. C'est moi qui suis très heureux d'être avec vous parce que depuis Dans l'Ossaré apparaissait déjà un peu comme une émission qui met un peu en exergue un certain genre. Alors, nous, on a voulu, n'est-ce pas, et ça fait que nous, on regardait ça avec un œil, avec un peu moins de passion déjà, mais aujourd'hui que les hommes commencent à trouver un peu d'espace, je crois que ça va attirer davantage de téléspectateurs. Voilà, et ils ont non plus compris. seulement des téléspectatrices. Vous avez compris que nous ne sommes pas misophones. Avant tout équivoque, Monsieur Akam, qu'est-ce qui a été baptisé faux plantain mûr sur le marché? Alors, on a réalisé des observations, des enquêtes qui ont montré qu'il y a un type de plantain qui mûrissait de façon précoce comparativement au processus naturel de mûrissement du plantain. Tout simplement parce que sur le marché, si vous y allez, vous allez vous rendre compte qu'il y a un plantain qui est beaucoup trop beau, d'un jaune à peu près scintillant, mais qui, n'est-ce pas, quand vous l'amenez à la marmite, ne vous donne plus, n'est-ce pas, tout le goût nécessaire, n'est-ce pas, comparativement à ce plantain qui a mûri dans les conditions normales. Et depuis combien de temps vous l'avez remarqué ça? Mais la remarque date de pratiquement 3-4 ans. Il est vrai que ça ne veut pas dire que le phénomène a commencé depuis 3-4 ans. Mais nous, en tant qu'association citoyenne, nous nous intéressons à tout ce qui est impropre à la consommation. Donc, nous avons mis l'accent sur ce produit-là et je pense que c'est le temps pour nous également d'attirer l'attention aujourd'hui, une fois de plus, sur ce phénomène. Mais donc, vous avez tiré la sonnette d'alarme, mais concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Parce que visiblement, le phénomène continue quand même aujourd'hui. Le phénomène continue, mais il faut dire qu'il ne faut pas donner trop de pouvoir, n'est-ce pas, aux organisations de la société civile. Leur pouvoir s'arrête quelquefois à la dénonciation. Donc, lorsque nous dénonçons un phénomène, nous attirons l'attention des décideurs et il leur appartient, n'est-ce pas, de prendre les décisions qui s'imposent pour apporter des mesures correctives ou alors pour éliminer purement et simplement le phénomène que nous dénonçons. Vous vous êtes rapproché des administrations? Nous avons fait des déclarations publiques, nous avons fait des sorties de presse et je crois que c'est largement suffisant compte tenu des pouvoirs qui sont les nôtres. Et à votre avis, Jean-Christian Akam, qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette situation? Est-ce la demande qui est peut-être un peu plus élevée que l'offre ou alors par... Il y a deux choses fondamentales. La première chose, c'est la part du gain. Parce que lorsque vous payez un régime de plantain qui n'est pas mûr, il a un prix. Et lorsque, après juste une journée, vous le revendez le lendemain comme plantain mûr, évidemment, il y a un autre prix, ce qui fait que la différence vous apporte énormément de bénéfices. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, justement, il y a une forte demande sur le marché. Donc, il est question, n'est-ce pas, pour ceux qui ravitaillent le marché, de faire en sorte que les produits soient toujours disponibles. Mais là, en passant par des usages qui ne sont plus commodes, qui ne sont plus dans le respect des normes. Voilà. Alors, on en parle de fond en comble. D'abord, on pose la balise. Faux plantain mûr, qu'est-ce que c'est?
Est-ce que vous vous dites c'est X ou Y chose? Qu'est-ce que c'est? La réponse, nous l'avons trouvée justement au marché. Il y a un peu plus d'1 an, l'alerte a été donnée sur les marchés des métropoles camerounaises. Certains commerçants avaient alors pris pour habitude d'accélérer le mûrissement des bananes plantains. Ils le font peut-être pour attirer le marché, parce que sur le marché, le plantain mûr, parfois c'est rare. Bon, certains préfèrent faire ça pour vite vendre, pour ne pas attendre peut-être 2 à 3 jours. Selon moi, bon, c'est parce qu'ils sont assoiffés d'argent, c'est ce que je peux dire. C'est parce qu'ils veulent l'argent, c'est parce qu'ils bon, sont assoiffés d'argent. Puisque normalement, ils coupent le plantain sans que ça ne soit à moitié, sans que ça ne soit à maturité, donc sans que ça ne soit bien dur. Oui. Ils mettent, alors ça passe, si le plantain qui met le produit avant que ça ne mûrisse là, s'ils mettent dedans même 5 mois, ça ne peut pas mûrir. Ces Bayam Salam ont vu la pratique s'intensifier au fil du temps. Malgré les multiples campagnes de communication sur les dégâts sanitaires, les commerçants n'ont pas froid aux yeux. Par exemple, comme moi, quand je prends mon plantain, je vais faire les plantains mûrs et que mes clients me connaissent déjà. Je garde mes plantains peut-être pour 3 jours. Quand le plantain est bien à maturité, j'ai pour 3 jours ou 4 jours. Je sors les plantains mûrs. Mais certains maintenant, mes collègues ne veulent pas ça. Ils veulent que dès qu'ils achètent le plantain le lendemain, ils mettent sur le marché, c'est déjà mûr. Ceux que j'ai pu le planter avec eux, comme maintenant, là, demain, ils vont mettre sur le marché, ça serait à mieux. Le produit acheté pour ce mûrissage rapide porte un nom. Certains ont dit que c'est le formol. Et ceux qui mettent ça constamment sur le planté, ils appellent ça le holo Maria. Oui, quand on met ça sur le planté, c'est pour faire mûrir rapidement le planté. Et quand on fait déjà mûrir le planté, ça n'a plus de goût. Oui. Quand on laisse le planté mûrir, naturellement, elle est bien. D'après certaines recherches, le produit chimique utilisé à cet effet, c'est soit le mât, soit l'éther, destiné en principe à l'induction florale des ananas. À la délégation régionale de l'agriculture pour le littoral, un responsable nous apprend que le mât est pulvérisé dans les bananeraies 120 jours avant la maturité ou dans les cargaisons à destination de l'Europe pour éviter le pourrissement. L'éther étant réservé aux ananas. Ces produits circulent aisément sur le marché, ils sont vendus clandestinement. Et ceux qui ont un liquide rouge dans les bouteilles Tanguy, ils mettent dans les bouteilles Tanguy. Ils percent les trous, ils aspergent ça comme ça. Maintenant on couvre, le lendemain c'est mieux. Quand ils quittent de la bourse, selon ce que nous on voit là-bas, quand ils arrivent ici, ils mettent ça, ils aspergent. Ils couvrent le lendemain, quand ils ouvrent, c'est mieux. Regarde ça au sol. Regarde ça au sol. Et pourtant, aucun commerçant n'avoue avoir déjà fait usage. Je ne connais pas le problème des produits. J'emballe mes plantains avec le nylon pour 24 heures. Je déballe en 12 heures de temps, ça sera déjà légèrement mûr. Je n'ai jamais employé le produit. Je n'aime pas que le nylon pour emballer, comme ce que vous voyez en face là. Si vous voulez des choses comme ça, allez à la gare, derrière la prison là. C'est là où les gens là utilisent les produits pour le plantain. Je dis que nous le faisons comme ça. On fait comme ça un jour. Donc demain matin, on va le détacher. Et on met à terre. Et entre 16 heures, ça commence à mûrir. La vapeur frappe le. Donc la chaleur entre sur ça, ça commence à se mûrir. Cependant, la pratique continue son bonhomme de chemin sans qu'on ne montre véritablement inquiétude à ce sujet. Le nom qui ressort, Jean-Christian Akam, quand on va au marché, c'est Holo Maria. Certains ont parlé du formol. Alors, pour vous, c'est quoi exactement?
quel est le produit qui est utilisé et qui est aspergé sur ces bananes plantains pour accélérer le mûrissement? Je voudrais d'abord dire qu'il ne s'agit pas de victimiser le produit, parce qu'en fait, le produit fait l'objet d'une utilisation détournée. Alors, sur le marché phytosanitaire, était utilisé ce qu'on appelle les trelles. Et à un moment donné, compte tenu des insuffisances ou de la dangerosité de ce produit, il a été remplacé par le mat. Mais c'est le mat qui a donc un effet actif, cet effet qu'on appelle, cet effet actif qui s'appelle les téfons. C'est lui qui provoque donc tous ces dégâts qui sont en train d'être dénoncés aujourd'hui. Donc en fait, le produit en tant que tel n'a pas de problème, mais c'est son usage qui a été détourné à des fins qui ne sont plus légaux. Mais il faut quand même savoir que sur le marché, ce produit est vendu, je veux dire, peut-être pas à des endroits indiqués, des produits pour produits phytosanitaires, mais on nous a fait comprendre qu'il y a des bails Amselam qui les vendent de façon clandestine au marché. Ça, c'est légal aussi ou pas, selon vous? Bon, c'est vrai que nous n'avons pas investigué pour voir les circuits de vente de ce produit, mais toujours est-il que c'est un produit qui est normal, qui devrait être utilisé dans les plantations, notamment des champs d'ananas ou bien des plantations de bananes. C'est tout à fait normal. Donc, si se retrouve sur le marché, ce n'est pas là le problème. Mais le problème, c'est à quelle fin il est utilisé maintenant quand il contribue à mûrir de façon artificielle la banane plantain. Alors parlons de ce mûrissage accéléré qui est une pratique désormais courante et on apprend que de nombreux régimes en arrivant à Douala ont déjà été aspergés. Est-ce que vous le saviez? Bon, alors le phénomène se passe à deux endroits différents. Il peut se faire bord-champ. Bord-champ, c'est-à-dire que dès que les produits quittent de la plantation, avant d'arriver à la zone de vente, là où ils sont regroupés, l'endroit peut servir de zone où on asperge ce produit. Donc, quand les camions arrivent, n'est-ce pas, les acheteurs, les gros clients, ils trouvent que le produit a déjà été aspergé. Ça veut dire et que qu'ils ne les le savent pas? Beaucoup le savent. Beaucoup le savent parce qu'ils veulent ravitailler leurs clients. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont totalement inconscients. Donc, voilà la première zone, c'est-à-dire bord-champ. La deuxième zone, c'est maintenant, vous payez des régimes de plantains qui sont verts, qui ne sont pas mûrs, n'est-ce pas? Vous arrivez à Douala, par exemple, dans un marché, et puis vous trouvez un local, un magasin, où vous devez stocker vos produits, et là, vous procédez à cette activité-là. D'autres le font même directement sur la place du marché. Oui, et justement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la vente de ce mat dont on parle depuis le début. Alors, vous dites que c'est un produit qui doit être vendu, certes. Maintenant qu'il est fait au marché et qu'on constate les dégâts qui sont ce dont on est en train de parler maintenant, devrait-on toujours le commercialiser tel qu'on le fait ou pas du tout? Mais le vendeur, lui, il ne contrôle pas l'utilisation, il n'est pas responsable de l'utilisation. Parce que le vendeur, vous pouvez lui dire que vous avez un champ d'ananas, vous pouvez lui dire que vous avez une grande plantation, vous voulez asperger le produit, et il faut dire que ce produit, tel qu'il est utilisé, doit être dilué avant d'être utilisé dans les grandes plantations, ainsi de suite. Donc, on vous vend le produit, et c'est à vous maintenant de savoir quelle utilisation vous en faites. Si vous en faites une bonne utilisation, c'est tant mieux. Mais pour le cas que nous décrions, il s'agit d'une mauvaise utilisation. Alors, on parle de ce produit-là qui fait mûrir le plantain, la banane plantain, en quelques heures seulement. Ouais. D'après vous, il faut combien de temps exactement pour qu'un plantain arrive à son terme mûrir normalement? Bon, d'ici 2-3 jours, nous savons tous que quand vous allez au marché ou bien quand vous sortez du village avec un régime de plantain, vous le mettez quelque part de côté. Si vous le couvrez, il peut vous faire 2 jours ou 3. Si ce n'est pas le cas, ça peut durer un peu plus. Ah ben, ça veut donc dire que si je vais au marché, j'achète mon régime de plantain, je rentre à la maison, il n'est pas mûr du tout, hein, ou alors à peine. Et 30 minutes, 1 heure après, il est tout jaune. Alors je devrais soupçonner la vendeuse. Alors là, ça devient un problème. Ça veut dire que si vous prenez un plantain et que dans les heures qui suivent, il commence à mûrir, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que le processus ne peut pas être aussi rapide s'il n'a pas été implémenté par quelque chose d'artificiel, notamment ces produits chimiques que nous sommes en train d'évoquer tout à l'heure. Alors, les commerçants ne reconnaissent pas utiliser le mat ou quelques produits que ce soit. Tous nous ont dit, on ne sait pas ce que c'est, ça se fait certainement ailleurs.
ils ne le reconnaissent pas. Beaucoup nous ont dit on utilise des sacs plastiques pour recouvrir nos bananes plantains et donc le lendemain ça mûrit. Et un papa qui nous a dit ces bananes plantains que vous allez voir demain ce sera déjà mûr. Et là vous nous dites il faut 2-3 jours. Lui il expliquait que le processus de mûrissement dans ce sens-là est provoqué par la chaleur, donc le processus rapide de mûrissement. Vous dites oh, oui, vous êtes d'accord, vous dites non, vous n'êtes pas d'accord. Non, je dis que la chaleur, oui, mais le rythme ne peut pas confirmer cela, parce que si ce n'est que de la chaleur naturelle, elle ne peut pas contribuer, n'est-ce pas, à faire mûrir un plantain si vite. Le rythme est si rapide que on ne peut pas ne pas soupçonner l'utilisation des produits chimiques. Donc, il ne s'agit même plus de soupçon, parce que quand on voit le produit final, il confirme de par l'aspect que, évidemment, le mûrissement a été accéléré. Est-ce que vous voulez dire qu'un plantain qui mûrit normalement n'est pas aussi beau? Je veux dire, vous parliez tout à l'heure des caractéristiques, ça veut dire sans taches, tout jaune et tout. Mais on ne rencontre pas de la banane plantain qui peut mûrir normalement et être aussi beau à voir? Oui, beau à voir, mais à ce niveau-là, vous savez, la beauté est relative. Ah, d'accord. Mais je pense que quand un plantain a mûri dans les conditions naturelles, normales, il est jaune, mais son jaune n'est pas scintillant. Alors que lorsqu'un plantain, on lui a forcé de mûrir, il est jaune, il est scintillant, mais ça s'arrête là. Parce que c'est justement l'extérieur, n'est-ce pas, qui trompe le client. Comme quoi, voilà, tromperie sur la marchandise. Voilà. Alors, on va prendre un autre sujet, un autre reportage maintenant. Comment reconnaître un faux plantain mûr, un faux régime de plantain mûr d'un vrai régime, puisqu'on a parlé de faux mûrissement. On va le voir dans ce reportage. Le plantain mûr dont on a forcé le mûrissage présente des signes particuliers. D'abord, sur le plan esthétique. La façon de mûrir est différente. Le plantain qui est naturellement mûr, plus le plantain, avec le plantain qu'on a versé les produits, c'est deux mondes différents. Ça veut dire que ce qu'on a mis le remède est agréable à voir. Très beau. On les reconnaît facilement, non? Parce que la manière d'être mûr est différent. Tu vois, non, mûr jaune, un style là, avec le produit là, pas de taches. Le genre de plantain là, surtout quand ça mûrit, le milieu là, tu vois, il y a un truc noir au milieu là. Donc c'est pas comme ce qui est naturellement mûr. Hormis l'aspect physique qui présente de nombreux atouts, le faux plantain mûr présente des défauts à la cuisson, entraînant des anecdotes. Quand tu fais frire ça, si tu ne chauffes pas normalement l'huile bien cuite, tu mets dedans, ça fait choix, ça devient croustillant. Si ça ne devient pas croustillant, non, ça augmente que les vers dans le ventre. Lors des fritures également, on peut le détecter. Une fois, j'ai eu à acheter ces plantains-là. Je suis arrivée à la maison, je les ai épluchés. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve qu'à l'intérieur, tout est dur. Parce que ce n'est pas mûr à maturité. Donc, ce n'est pas bien. Je n'aime pas. Parce que quand ça touche même déjà la banane mûre, ça mûrit prématurément. Et c'est comme ça là, que ça ne fait pas 2 heures de temps. La banane mûre ne fait pas 2 heures de temps, c'est déjà fatigué. Quand c'est dans la marmite, c'est quand je prépare que je ressens que le plantain-ci, on a mis les produits chimiques. Parce que quand on a cultivé à base de produits chimiques, étant cuit, c'est mou là, ça veut faire la pâte. Alors quand c'est bio, c'est ferme. Quand le plantain est cuit, le plantain est ferme. Et de plus en plus, les femmes crient à la tromperie sur la marchandise. Quand on mange, il y a le goût différent. Il y a normalement le goût différemment. Bien sûr, les gens paient ça. Mais ceux même qui connaissent, qui sont les connaisseurs, ils paient les trucs naturels, sans produit. Tromperie qui se ressent sur le goût également. Ça a 2 goûts différents. C'est qu'on a mis les produits dedans est sec. Oui, et ça colle. Quand tu manges à la bouche, que quand soit l'ampleur, la durée que ça a fait sur le feu, ça doit coller à l'intérieur. Quand tu manges à la bouche, c'est comme si c'est à la sève. Oui. Bon, quand c'est simple, quand ça n'a pas de produit comme ceci, quand vous mangez, elle est mûre ou elle n'est pas mûre. Ça a un goût. Quand vous mangez, vous sentez que vous êtes vraiment tenté de manger le plantain. Toutes ces différences entre faux et vrais plantains mûrs impactent également sur la santé des consommateurs.
évoqué l'aspect esthétique tout à l'heure. Le faux plantain mûr est très beau. Du moins celui sur lequel on a aspergé du mat, comme on l'évoquait tout à l'heure. Il est très beau. Ça, c'est l'apparence. À voir. À voir. Ouais. Maintenant, la cuisson, c'est pas aussi ferme que le plantain, l'autre plantain naturel, mûri naturellement. C'est ce que nous ont appris les femmes sur le marché. Vous êtes un homme, vous ne faites pas souvent le marché, mais vous en consommez. Vous qui avez étudié un tout petit peu ce terrain-là, vous le confirmez? Évidemment, quand un plantain a mûri dans des conditions naturelles, lorsqu'il est cuit, il est suffisamment tendre, il est sucré. Mais lorsqu'un plantain a subi un mûrissement à l'issue des produits chimiques, voilà, il y reste un peu dur. Ça veut dire que bon, voilà, vous avez la couverture, l'extérieur qui vous montre donc ce jaunissement-là. Mais quand vous amenez à la marmite, il est un peu dur. Donc, et puis, il n'est pas sucré, pas du tout sucré. Ça veut dire que quelque chose a été forcé quelque part. Est-ce que les commerçants, moi j'ai envie de poser cette question, évaluent véritablement la dangerosité de leurs actes? Bon, de plus en plus dans le monde libéralisé, les commerçants n'ont pour seul intérêt que de gagner de l'argent. La plupart en fait. Donc l'éthique dans le commerce, gagner de l'argent en restant dans la moralité, dans le respect des normes, ça c'est un autre débat. Je crois qu'il faut amener de plus en plus nos opérateurs économiques à regarder non seulement les intérêts qui sont les leurs en termes pécuniaires, mais regarder également la qualité du service rendu, parce qu'il faut protéger les consommateurs. Vous avez évoqué tout à l'heure justement la dangerosité, vous avez évoqué la sensibilisation qui a été menée sur le terrain. Comment est-ce que cela a été accueilli? Parce qu'effectivement sur le terrain on nous dit c'est interdit. Maintenant qui est-ce qui interdit? Parce qu'au marché, quand même, on nous a dit, on ne vend pas ça, c'est interdit. Qui est-ce qui interdit finalement? Mais naturellement, les normes, puisque c'est un plantain qui ne respecte pas les normes. C'est un mauvais produit qui est sur le marché. Forcément, ne serait-ce que par devoir moral, on ne devrait pas le retrouver sur le marché. Donc ces gens n'ont pas bonne conscience finalement. Au départ, c'est cela. Maintenant, il y a des lois, il y a un cadre normatif, législatif qui encadre les produits à vendre sur le marché, les produits à mettre à la disposition des consommateurs. Normalement, ça doit être des produits sains. Or, là, on ne parle plus d'un produit sain. C'est pour cela qu'il est interdit. C'est tout à fait naturel. Alors, je reviens à la préoccupation de ma très chère, étant donné que dans le cadre des reportages sur le terrain, aucun commerçant n'avoue véritablement le faire. Comment vous arrivez donc à les sensibiliser dans ce cas? Bon, aucun commerçant n'arrive à avouer, mais je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a des aspects. Parce que vous ne pouvez pas trahir la fin du produit. Mais vous voulez dire, vous voyez un plantain, vous leur dites, moi, quand vous regardez un produit, vous pouvez déjà deviner, à partir d'un certain nombre de critères, que celui-ci a parcouru une procédure qui n'est pas tout à fait normale. C'est facile à voir. Mais au-delà de cela, il y a des experts. Il y a des experts qui sont là pour cela, qui peuvent vous dire, voilà, les éléments qui peuvent montrer que ce plantain a mûri dans des conditions normales et dans des conditions, ou bien que ce plantain a eu un mûrissement artificiel. Est-ce que ces commerçants ont donné l'impression de vous écouter? Les commerçants, en fait, c'est des personnes d'une certaine malignité. Donc, mais je crois que la sensibilisation, et je crois que c'est une bonne chose que l'émission commence à en parler, la sensibilisation qui se produit, qui continue, va faire en sorte que davantage de personnes commencent à prendre conscience du fait, non seulement au niveau des consommateurs, des vendeurs, mais maintenant, quand la ménagère va au marché, quand le consommateur veut consommer du plantain mûr, il va au moins être un peu plus curieux maintenant et demander effectivement si le plantain a mûri de façon naturelle ou alors c'est un mûrissement artificiel. Mais on peut lui dire non, Jean-Christian Akam. Je reviens à ma question de départ. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas rapproché des administrations pour un peu forcer la main? Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que l'ACDIC l'a fait, par exemple? L'ACDIC se contente de dénoncer. Et lorsque nous avons dénoncé, je crois que c'est largement suffisant, c'est notre marge de manœuvre. Notre marge de manœuvre n'est pas d'aller dans le pouvoir exécutif. Il existe un pouvoir exécutif. Et les organisations de la société civile sont là
pour dénoncer ce qui ne va pas, pour dénoncer les écarts. Vous leur avez envoyé des courriers? Et naturellement, et quand on a fait des points de presse ainsi de suite, je crois qu'on aura fait notre travail. Aux autres de continuer. Il faut aussi dire qu'il y a des élus du peuple. Lorsque vous avez par exemple une mairie dans laquelle se vend ce genre de plantain, vous devez faire quelque chose. Nous avons des conseillers municipaux, nous avons des députés, nous avons des sénateurs. Il faut qu'ils assurent. Est-ce que vous allez vers ces personnes-là ou vous pensez simplement que dénoncer, ça suffit? Parce que c'est votre rôle. La dénonciation s'intéresse à tout le monde. Donc, eux également, ils doivent être conscients du danger. Il faut dire que nous ne devons pas travailler seuls. Parce que ce n'est pas seulement une classe de personnes qui consomment ces plantains. C'est tout le monde qui consomme ce plantain. Donc, c'est une affaire de tous. Alors, peut-être que juste pour sortir, certains nous ont dit que, hormis le mat, certains régimes que nous consommons, malheureusement, on se demande comment ça se passe, sont aspergés d'urine pour accélérer également le mûrissage. Alors, pour l'urine, on n'est pas tout à fait au courant, mais je pense que, comme l'urine contient de l'acide, parce qu'il faut dire que les produits qu'on est en train de dénoncer sont des chloro-éthylphosphonique acide. Donc, chaque fois. C'est pas grave si on n'a pas compris. Hein. Non, non, c'est pas grave. Oui, tout à fait. Donc, l'urine, forcément, a des éléments acides. Donc, forcément, je crois que l'urine peut également jouer le même rôle. Mais tout ça, c'est des éléments qu'il faut condamner. Il faut condamner sur ces éléments-là. Et je voudrais, pour en finir, dire que il y a des dangers à consommer ce plantain, non seulement parce qu'il n'est pas, sur le plan dégustatif, il n'est pas excellent, mais également parce que le produit en lui-même, lorsque vous l'inhalez, n'est-ce pas, il peut vous causer une crise de foie, c'est avéré. Il peut vous... Est-ce que vous ne voudriez pas que ma très chère annonce le reportage justement sur les conséquences? Et d'ailleurs, j'en venais parce que je le regardais, je me disais, Monsieur Akam, vous aurez le temps de répondre à tout cela et de nous dire les conséquences parce que c'est vrai, des produits chimiques pour accélérer le mûrissement de la banane plantain, ça peut être très très dangereux, on imagine bien. Et ce reportage va sans doute nous édifier sur les conséquences d'un tel processus sur la santé. C'est une alarme tirée depuis 4 ans qui ne trouve visiblement pas écho favorable. Les commerçants à l'affût du gain rapide brusquent toujours le mûrissement du plantain vendu sur le marché. Et pourtant, on se serait attendu à une prise de conscience. Pas vraiment. Environ 1 an, la radio avait publié qu'il y avait les produits qu'on mûrissait le plantain et que ça donnait de la maladie. Nous-mêmes, les responsables, nous avons interdit, donc ça ne se passe plus dans ce marché durant 1 an. Nous n'avons plus retourné. Et ces produits-là, quels sont ces produits-là exactement? Je croyais que ça venait de la zone anglaise, là, où on disait que ça mûrissait les bananes. On croit aussi que ça pourrait faire la même chose sur la banane. Quand nous on a les exercions, on est venu saisir qu'on pouvait plus, qu'il y a de la main, que ça pourrait des maladies. Des séances d'information ont été organisées, mais certaines pratiques ont la peau dure. Parlez-nous un peu de ces produits. Quand on les utilisait, comment est-ce qu'on les utilisait exactement pour faire... On les versait comme de l'eau sur le plantain et ça mûrissait. Les gens mangeaient, ça mûrissait le plantain le plus rapidement possible. On croyait que les mêmes choses qu'on faisait avec la banane, ça pouvait aussi passer comme ça. Et on est parti, nous dit que ça donnait plutôt la maladie. Nous avons mis le strict interdit, donc nous surveillons. À partir de 5 ans, nous n'avons pas eu encore ce produit ici. Et aujourd'hui, des gens parce qu'il y a toujours des gens qui continuent à le faire dans d'autres secteurs, qu'est-ce que vous pensez de ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces personnes? Non, nous ne pouvons pas décider à la place d'autres. S'il y a des gens qui essaient ça encore, c'est les sensibiliser de ne pas le faire aussi comme nous. C'est des distributeurs de maladies. Est-ce qu'ils aiment le progrès des gens? Quand tu vas manger, ça va te produire beaucoup de maladies dans le corps. Est-ce que c'est normal? Les conséquences sur la santé sont en étude. Ces produits sont dangereux, mais le vendeur ne peut jamais te dire que c'est dangereux. Particulièrement, moi, je ne peux pas manger le plantain qui sort d'ici. Parce que la majorité d'autres qui me mettent en bouche ayant mis ça sur ça. Or, le plantain du marché plantain, après 6e, là, ils ne font pas ça sur le bon plantain. D'autres évoquent les risques de cancer. Beaucoup en appellent à la responsabilité de l'État. J'ai suivi, ça fait mal au ventre à certaines personnes. Si c'était possible de faire annuler ça sur le marché, ça devait être normal.
le gouvernement qui va lutter contre ça, non? Le gouvernement qui va lutter contre ça, plutôt voici le plan chef d'État, ici là, ici derrière nous là. C'est ici là que les femmes mettent vraiment les produits, les femmes, les hommes, les vendeurs de plantain en général. Donc le plantain n'a pas pour Dieu que le temps, pas le temps pour nourrir, pour consommer. Le gouvernement peut juste descendre sur le terrain, sensibiliser ces gens-là. Et leur dit de ne plus faire ça, si peut-être ils continuent, ils viennent peut-être faire comme ils font souvent sur les produits. Sur les médicaments là, comme on ramasse souvent ça en boule là. Parce que ce que nous consommons qui n'est pas bien. Ça cause beaucoup de maladies dans notre organisme, ce n'est pas bien pour la santé. Des descentes sur le terrain n'ont pour le moment pas entraîné quelque frayeur que ce soit. Nous avons rencontré certains responsables de la délégation régionale de l'agriculture qui nous ont fait savoir que, comme vous l'évoquez, le mat est utilisé pour pulvériser les bananeraies et donc 120 jours environ avant la maturation des produits pour éviter le pourrissement et donc permettre que ces produits-là soient dans de bonnes conditions, se développent dans de bonnes conditions. Maintenant, on nous dit qu'on ne sait pas si effectivement il y a des conséquences de l'usage tel qu'on le fait au marché sur la santé. Vous dites qu'il y a des conséquences et que c'est avéré. Oui. Alors, il y a des conséquences d'abord parce que tel que les agronomes le disent, il faut qu'ils précisent également que le malt, quand il est utilisé, il est dilué. Oui. Donc, on diminue de sa force pour qu'il puisse être aspergé. Bon, maintenant, ceux qui font du mûrissement artificiel, est-ce qu'ils respectent ce processus? Forcément, non. Alors, parce qu'ils veulent un résultat immédiat en termes d'heures. Vous voulez faire mûrir votre régime de plantain à moins de 3 heures de temps ou bien à moins de 4 heures de temps. Vous ne pouvez donc pas utiliser ce produit dans le respect du dosage nécessaire. Donc, il faut dire qu'il y a utilisation surdosée du produit. Ça, c'est la première chose. Oui. Et c'est ça qui entraîne donc les conséquences. Il faut dire que ce produit, il est strictement interdit qu'il soit inhalé. Quand il va dans votre estomac, il est interdit d'être inhalé. Interdit. C'est écrit sur le produit qu'il est interdit d'être inhalé. Voilà. Alors, lorsque il est inhalé, il entraîne donc des toxicités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je l'ai dit, ça entraîne une crise de foie. Une crise de foie parce que lorsque vous inhalez le produit, il a besoin d'être évacué et vous connaissez le rôle du foie dans l'organisme. Il va donc encaisser un déchet trop fort qu'il sera difficile de digérer et le foie va donc avoir des problèmes. Alors l'autre chose, mais il faut dire que les chercheurs ne sont pas encore unanimes là-dessus, certains évoquent des effets cancérigènes. Mais tout le monde n'est pas encore unanime sur la question. Les recherches se poursuivent, mais déjà certains commencent à évoquer des effets cancérigènes à l'issue de la consommation, n'est-ce pas, de ce produit. À vous entendre, ne pourrait-on pas évoquer un futur véritable problème de santé publique? On laisse en suspens. C'est un problème de santé publique, évidemment. Mais vous savez, vous voyez sur le terrain comment est-ce que le nombre de malades ne fait qu'augmenter. Quand on parle même d'effets cancérigènes, vous voyez le nombre de malades de cancer qui ne fait qu'augmenter. Beaucoup de choses comme cela. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui fait problème. Ça peut venir en partie de là. Donc, il est important qu'on attire une fois de plus l'attention des consommateurs et de tous ceux qui font dans ce phénomène illégal sur les risques qu'il faut encourir aux consommateurs. Et donc, maintenant, les mesures fermes que vous vous proposeriez, ce serait quoi? Les mesures fermes, c'est qu'il faut sanctionner les coupables. On ne doit pas sanctionner ceux qui ont vendu le produit parce que le produit est un produit commercial. Mais il faut sanctionner ceux qui l'utilisent à des fins détournées. Donc, si vous mettez la main sur celui qui a utilisé ce produit, je pense que les pouvoirs publics devraient normalement sévir et avec une main de fer.
D'ailleurs, parlant du mat, ce qu'on a découvert sur le marché, c'est que le petit bouchon coûte 500 francs et habituellement, on en utilise 3 pour 1,5 litre de, je sais pas, d'eau ou je sais pas ce qu'on rajoute dans le produit. Et donc, c'est assez dangereux comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Nous vous remercions, monsieur, d'être venu sur ce plateau. Ça fait un plaisir. Je crois que l'ACDIC est très honoré. L'association citoyenne de défense des intérêts collectifs n'a jamais pris part à ce grand débat, à cette émission. Et je pense que chaque fois que vous aurez besoin de nous, n'hésitez pas. Alors, message peut-être que je ferai venir même le président de la DIC ici pour qu'il puisse se prononcer sur d'autres questions. Mais ce sera avec plaisir parce que ce type de sujet concerne les femmes au plus haut chef, donc au premier chef. Donc voilà. Les femmes comme les hommes aussi, parce que lui, ça en est plein. Ça concerne les hommes aussi. Oui, bien sûr. Ce sont les femmes qui posent à mamie tout fait, ma très chère. Elle a oublié. Donc, c'est pour ça que je parlais du premier chef maintenant, c'est clair. Merci beaucoup, Jean-Christian Akam. On va parler d'autre chose à présent, mesdames, messieurs. Grossesse précoce, attention, jeune fille. C'est peut-être ça le résumé de ce qu'on a entendu il n'y a pas longtemps. C'était également un signal d'alarme ou d'alerte qui a été tiré à l'endroit de ces jeunes filles. La grossesse précoce, pourquoi? On va le savoir grâce à ce reportage. Non au mariage précoce et aux grossesses non désirées. Un thème fort qui interpelle toutes les causes sociales, selon certaines associations qui luttent contre la stigmatisation de la jeune fille dans notre société. C'est autour d'une conférence organisée le 4 février 2015 qu'elles ont ciblé la jeune fille scolarisée pour l'éduquer à ce sujet ainsi que les parents. Cette conférence est une interpellation parce que nous avons fait ce constat qu'il y a trop de grossesses précoces et de mariages précoces. Et en voyant tous ces fléaux, nous avons dit peut-être en faisant une descente dans le milieu scolaire, on peut mieux éduquer les enfants. On peut mieux expliquer aux enfants ce que c'est qu'une grossesse. Nous descendons dans les établissements scolaires parce que c'est facile aussi de trouver les enfants de 5e et un enfant de 12 ans qui attend un bébé. Nous pensons que les enfants collectent les informations à ce sujet plus dans le milieu scolaire et c'est parfois des informations erronées. Et c'est pour ça que nous avons choisi de les sensibiliser à ce sujet. Une cible pour un but précis. Sensibiliser la jeune fille sur les causes et les conséquences des mariages précoces et grossesses non désirées. Les parents ne parlent pas facilement de sexualité avec leurs enfants. C'est presque un sujet tabou en Afrique. Les causes sont plusieurs. Beaucoup qui envoient les enfants en mariage, d'abord à cause de la pauvreté. Des deux, d'autres disent que c'est pour que ces jeunes gardent leur virginité, parce qu'en voyant un enfant qui connaît un homme avant d'aller en mariage, ça ne fait pas la fierté des parents. D'autres y arrivent par curiosité. Quelques-unes y arrivent par viol. Mais d'autres arrivent parce qu'elles ont besoin d'argent. Les parents ignorent que c'est très tôt qu'il faut laisser ces enfants aller à l'école. Ça ne sert à rien de leur pousser en mariage. Et quand vous regardez, quand ces enfants arrivent en mariage, après un certain temps, peut-être l'homme qu'elle a épousé est plus vieux et il y a de quoi elle va se mettre encore à se prostituer parce que le monsieur ne répond plus à son âge. La WCF tire la sonnette d'alarme pour la circonstance en plaidant sur la qualité des programmes que diffusent les médias avec influence négative sur l'épanouissement de la jeune fille. Elles ont également attiré l'attention des parents qui ignorent les conséquences que le mariage précoce cause dans la vie de la jeune fille. Elles ont aussi conseillé les jeunes sur l'âge de l'engagement à la sexualité responsable. Nous allons parler d'actualité maintenant, ma très chère, avec, bien entendu, le 8 mars. Ah oui. Comment éviter d'en parler? 8 mars avec la plateforme de Bédine au centre des débats. On se demande aujourd'hui quel est le bilan, quelles sont les perspectives. La question a été posée et certaines femmes se disent jusqu'alors qu'elles n'ont pas eu de réponse à ces différentes questions. 20 ans après que la loi, enfin qu'on parle de cette plateforme de Bédine, il y a encore rien. Et d'ailleurs, d'autres semblaient même pas savoir de quoi ça retournait. Alors on se pose des questions. Est-ce que la loi va finalement être entérinée ou pas du tout? Alors, au Cameroun, hein?
Oui, la déléguée départementale m'a fait savoir que le Cameroun a adopté la déclaration. Maintenant, voilà, vous savez qu'il y a eu une grosse discussion tout autour, entériné, est-ce que ça a été... Bref, il y a tout un débat. Alors, parlons d'autre chose. Kawala qui dénonce la pluralité des listes à l'issue du concours à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, filière diplomatie. Oui. Ça fait un tollé, ça a créé un tollé général. Ça fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, comme on aime à le dire dans le langage journalistique. Et de salive. Et donc, la présidente du CPP déclare que pour un système qui se respecte, on devrait définir clairement les critères de l'équilibre régional. Oui. Et si l'on se base sur la méritocratie, on devrait en préciser les principes. Tout à fait. Donc, pas aller dans des tâtonnements dont on ne sait... qu'on ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Voilà. Et donc, parlons une fois de plus de ces femmes qui sont au front dans la lutte contre Boko Haram. C'est l'actualité d'ailleurs. Il faut dire que l'œil du Sahel a choisi d'en faire écho. Quelques-unes parmi la dizaine de femmes au front contre Boko Haram ont dévoilé leur état d'esprit, ma très chère. Oui, et donc, on a peut-être la plus jeune, je ne sais pas, de celles qui ont été interviewées. 21 ans, c'est quand même pas jeune. Oui, c'est courageux, très courageux d'ailleurs, qui est âgée de 21 ans. Et voilà, elle dit combattre avec vigueur aux côtés des hommes. Elle sait que soldat ne s'écrit pas au féminin, donc c'est soldats simplement. Ces soldats ont laissé leurs enfants et leurs maris pour se retrouver dans ces endroits, armes au poing. Et elles se disent être fières, de ce qu'elles font en ce moment. En tout cas, nous sommes derrière vous, les femmes et même les hommes aussi. On va parler des Lions indomptables qui préparent le match aller du dernier tour éliminatoire des Jeux africains de Kinshasa 2015 en République démocratique du Congo. Alors, le match a lieu le 22 mars prochain, ce sera à Addis Abeba, et elles ont été médaillées d'or à Maputo au Mozambique lors des derniers Jeux africains, il faut le préciser. Bravo. Et on va terminer avec Simone Bagbo qui écope donc de 20 ans de prison. 20 ans de réclusion ferme pour Simone Bagbo, ma très chère, condamnée notamment pour attentat à la sûreté de l'État et participation à un mouvement insurrectionnel. Et donc, on a décrié la sévérité du jugement qui a étonné au vu, dit-on, de la maigreur des éléments rassemblés par l'accusation. Surtout, ma très chère, qu'on parlait encore d'une semaine avant, l'avocat général avait pu te demander une peine de 10 ans d'emprisonnement, alors ça a été le double. Et donc, depuis fin décembre, les témoignages incertains et l'absence de preuves peinaient donc à incriminer les 79 accusés jugés pour leur rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011. Alors, après actualité, parlons plutôt un peu de culture avec les lauréates de Canal d'Or. Vous savez que les rideaux sont tombés depuis quelques jours déjà. Oui. Et le 28 février 2015, vous avez vécu un spectacle, mais alors la 10e édition. Superbe édition quand même. Hein. Ouais, l'acte 10 qui va rester dans les mémoires. On va regarder ce petit élément. Canal d'Or, acte 10. 5 femmes à l'honneur, récompensées pour leur talent et leur influence dans la culture camerounaise. Chantal Biya, première dame du Cameroun, a redonné plus de couleur par sa présence pour démontrer son activisme dans la culture de notre pays. Elle a été honorée à juste titre avec le prix de meilleur mécène que lui a décerné le comité d'organisation des Canal d'Or. La Palapalagueule, Manibela, puisqu'il s'agit d'elle, a pu décrocher le prix de la chanson populaire avec son morceau phare Palapala. Troisième dans ce classement, Coco Argenté a bien su s'accrocher pour rentrer avec le Canal d'Or de l'artiste féminin. Mabel Zang, quant à elle, s'est distinguée dans la catégorie musique folklorique. Cette petite dame s'appelle Kwedi. Elle a fait une entrée magistrale dans la cour des grands en inscrivant son nom dans le livre d'or des Canal d'Or. Elle a été révélée meilleure comédienne
et a soulevé le trophée Canal d'Or pour la première fois de sa carrière. Ainsi, se ferme la liste des valeureuses femmes qui ont inscrit leur nom dans le livre de l'histoire des Canal d'Or, acte 10, 2015. Ma très chère, après ce bel élément, on va parler de l'idée reçue. On ne sifflote jamais près de la maman des jumeaux. On ne sifflote jamais près de la maman des jumeaux. Je sais non, pas. Donald. Je ne sais pas pourquoi Donald de l'autre côté sourit. Il ne comprend sans doute pas pourquoi. C'est notre réalisateur, Donald. Et en effet, nous nous intéressons aujourd'hui, non pas aux jumeaux, ma très chère, mais à leur maman. Aussi vrai que, chez nous, précisément, les jumeaux ont un certain pouvoir à eux conféré par les ancêtres. Alors, leur mère, cette fois, a des restrictions, bizarrement. Alors, chez nous, une femme qui fait des jumeaux n'est pas comme toutes les autres femmes. Tu as dû le remarquer. Oui, Mani, Tani, je ne sais pas trop. Elle a d'abord un nom particulier. Alors, un statut particulier également. Voilà. Il y a donc des choses qu'on n'est pas censé faire en sa présence, surtout lorsqu'on se retrouve très, très à côté. Cela va te surprendre, ma très chère, mais c'est qu'à une époque très reculée, lorsqu'on sifflotait tout près d'une maman des jumeaux, il y a quelque chose de grave qui se passait. Ah bon? Oui, tout à fait. Alors, ce qui se passait, c'est que si elle était au marché ou à la plantation, quelque part hors de la maison en tout cas, elle ne retrouvait pas le chemin de retour. Ah oui, j'ai entendu parler. Oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler. Voilà, elle se perdait, elle était totalement égarée. Elle ne savait plus où elle était. Et il fallait faire des rites impossibles pour pouvoir la retrouver, pour qu'elle retrouve le chemin pour revenir à la maison. Et ça, c'était avec un peu de chance. Parce que si vous n'avez pas de chance, alors vous venez de perdre votre maman comme ça, parce que vous avez siffloté. Alors, peut-être que ce n'est plus aussi dur qu'avant, mais ça sévit toujours, ça continue de sévir, oui, bien sûr. On nous informe qu'en ce moment-ci, enfin, à notre époque, si maintenant vous sifflotez tout près de cette femme-là, vous lui causez toujours d'énormes soucis. Qu'est-ce qui va se passer, ma très chère? Elle aura constamment mal à la tête, le céphalée, la migraine et tout. Ça n'en finira jamais jusqu'à sa mort. Alors vous comprenez que vous ne devriez pas mettre cette pauvre femme qui a eu le courage de faire 2-3 enfants en même temps dans un tel état. Arrêtez donc de siffloter lorsque vous êtes tout près d'elle. Donc on a compris, on ne sifflote jamais près de la maman des jumeaux, des triplés ou des quadruplés. C'est interdit. C'est pas nous qui le disons, ce sont les ancêtres qui l'ont dit. Et nous, on ne fait que transmettre. Oui, on vous transmet l'information. C'est terminé pour cette émission, mesdames, messieurs, ma très chère. On se retrouve samedi prochain avec le même plaisir. La même joie, la même gaieté. Et bien sûr, avec un sujet tout aussi intéressant. Au revoir. Tell her how to say you got the most, and I'm gonna need to know if I tell you, nah, nah, be never.